Pour ce nouvel épisode de Gatémérie, je suis ravie de recevoir Ludovic Franséché, qui est éboueur, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux où il est très présent. Ludovic, faut savoir qu'il a eu 1000 vies. Après une enfance difficile rythmée par des fugues et un profond mal-être, Ludovic est placé en famille d'accueil à l'âge de 11 ans. L'expérience n'est pas joyeuse et après un passage au service militaire, il deviendra sans domicile fixe pendant 10 ans avant de devenir entrepreneur. Puis, il y a eu des voyages, des petits boulots par-ci par-là, avant de trouver sa vocation, celle d'agir et de sensibiliser sur la propreté en devenant éboueur. Dans cet épisode, Ludovic revient sur son parcours qui est assez incroyable, avec un humour et une humilité décapants. J'ai adoré la sensibilité, la simplicité de Ludovic, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Ludovic Franséché. Bonjour Ludovic. Bonjour. Écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Gatémérie. Déjà, je te remercie pour ta réactivité, parce que je t'ai écrit, tu m'as répondu au tac et j'étais vraiment contente. Merci à vous. Merci à toi. Merci à vous tous. Tu m'as permis de tutoyer. Donc après, ça fait un peu la fille un peu malpolie, tu vois, qui tutoie alors qu'on l'a pas autorisé. Tout va bien. Quand j'ai fait les recherches sur toi, j'étais très, très impressionnée parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression que tu as eu 1000 vies et t'en auras encore 1000 autres, certainement. Et tu te nommes sur les réseaux sociaux Ludovic éboueur. Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Alors, qu'est-ce qui m'attire dans le métier d'éboueur, c'est de faire du bien, parce que on fait du bien à ce qui est le plus important pour nous, la planète, et aux humains, parce que ça fait du bien de regarder des rues propres. Ouais, clairement. et tu vois, quand je faisais les recherches, je voyais que c'était un rêve d'enfant que tu avais. Comment ce métier-là t'a fait rêver quand t'es petit et qu'est-ce qui te fait rêver dans ce métier? Alors, quand j'étais petit, j'avais des éboueurs qui ramassaient nos poubelles, hein. Mm-hmm. Et moi, j'étais derrière mon cyprès et je les regardais. Et là, je me rêvais d'être derrière le marchepied. Ouais. En fait, le marchepied, c'est là où ils se là, tiennent. Oui, ils se tiennent pour derrière mettre, les camions. Ouais. Et ensuite, je les regardais plus. Je participais, je ramenais mon petit sac en plastique. Et je les mettais dans le camion avec eux. Et après, je me suis dit, j'espère que je ferai ça. Mais j'ai laissé tomber parce que je savais pas comment faire. Ok, donc c'était un truc que tu avais vu, si voilà. tu faisais rêver. Mais ça a toujours été en moi, mais j'ai jamais su comment. Ok. En fait, voilà. J'ai vu que tu as une enfance quand même qui est pas simple. Non. T'es né à Montélimar. Ouais, le pays du nougat. Voilà. Tu es le dernier d'une famille de 7 enfants. Oui. Est-ce que tu peux me raconter un peu quel type d'enfant tu étais? Ah là là, j'étais un enfant pas perturbateur, mais perturbé. Mm-hmm. J'ai perturbé quand même ma maman en faisant toutes ces fugues. Mais j'étais très actif parce que j'étais toujours volontaire pour faire des travaux dans le jardin de mes parents. Donc pour mes rosiers, par exemple, les rosiers de ma maman, c'est toujours moi qui m'en occupais. S'il y a un de mes frères et sœurs qui s'en occupait, ils se prenaient une tarniole, hein. Ah oui. Bon, pas physique, mais bon. Je voulais pas qu'ils s'en occupent, c'était moi. Et mes frères et sœurs fumaient, etc. Il faut pas fumer, surtout pas. Hein. Et du coup, je ramassais leurs mégots et je disais, mais qu'est-ce que ça fout dans ma main? On a une poubelle, maman nous a pas appris ça, on a des cendriers. Mais du coup, voilà, déjà j'étais sensible à tout ça. Puis je ramassais les plastiques qu'il y avait aussi dans notre champ. On avait un champ d'asperges et ça je n'ai raconté à personne. Et du coup, tu vois, juste en tant qu'enfant, est-ce que tu étais un enfant rêveur? Est-ce que tu aimais l'école? Est-ce que tu vois, tu parles de la sensibilité, c'était en quoi? Enfin. Alors, je rêvais d'être clown aussi et j'ai eu la chance de faire l'école du cirque. D'accord. Bon, après, il s'avère que comme j'étais aussi je peux me permettre un petit air de Coluche. On te l'a déjà dit ou pas? On m'appelle le Coluche de la propreté. Ah, c'est vrai? Le Coluche de la propreté, oui, tout à fait. Je suis très fier qu'on me compare à cette personne parce que c'est un grand monsieur. C'est ça. Et il a laissé un message derrière lui, aider son prochain. Et moi, j'espère, une fois que je serai plus là, laisser aussi ce message, jetons à la poubelle pour la propreté de notre planète. Et voilà, donc j'étais perturbé parce que je me cherchais, je pense. Je me connaissais pas trop. Pareil, l'école du cirque, j'ai été viré parce que j'ai mis une baffe à une pionne, à une surveillante, pour je ne sais quelle raison, mais je l'ai regretté je le regrette encore maintenant. Et parce que t'étais pas bien, tu te sentais pas voilà, bien dans ta peau. Voilà, c'est ça, exactement. J'étais pas bien dans ma peau, tout à fait. Et le lendemain, quand j'ai mis cette fameuse baffe, j'arrive vers la pionne et je lui offre une rose. Je dis, excuse-moi, franchement,
C'est pas moi qui étais là, quoi. Mais le mal était fait, quoi. Ouais. Je devais partir en Italie en voyage scolaire. Pareil, ça a été annulé. Parce que j'étais perturbé. Mais j'ai eu aussi, à cette époque-là, j'ai eu un accident de bus. On rentrait de faire du ski et d'un seul coup, on entend un boum. Et là, un rocher qui a traversé le car. Et il y a eu un mort. Donc, un enfant de notre classe. Et ça, t'avais quel âge? Oh là là, j'étais en 6e. Okay, Et moi, j'ai eu des éclats de verre sur le visage, etc., etc. J'en ai encore le bruit. C'était un peu un traumatisme. Ouais, complètement, ouais. Donc ça, j'en garde un très mauvais souvenir. T'es placé en famille d'accueil à l'âge de 11 ans. Pourquoi? Enfin, si tu peux m'expliquer un peu le contexte. Ouais, alors, parce que je faisais beaucoup de fugues. Énormément. Et ça, à cause du mal-être. Ouais, c'est ça, le mal-être. Moi-même, je peux pas l'expliquer, en fait, Okay. pourquoi j'étais perturbé comme ça. Et ma mère, la seule solution, elle m'amène à Valence. À Valence, on voit un juge et là, il me place pour 1 mois à la base. Mais en fait, c'était pas 1 mois. C'était pour plus. toute l'année. Voilà, c'était jusqu'à ma majorité. Et moi, je l'avais pas compris. Mais maintenant, je le comprends, bien évidemment. Mais en tant qu'enfant, justement, à l'époque, comment tu le vis? Tu vois, je me dis, un gamin qu'on amène comme ça dans une famille qui n'est pas la sienne au départ. Non, j'étais mal. J'étais vraiment pas bien parce qu'en plus, j'étais dans un château. C'était hippon. L'histoire du château, c'est magnifique. Oui, c'est un vrai château et tout. Mais non, c'était pas mon domaine. Non, pas du tout. Et j'étais dans une famille et moi, j'avais l'impression qu'ils gagnaient du fric sur mon dos. Parce que les familles qui accueillent les enfants, elles gagnent du fric pour nous. Mais j'en ai pas vu la couleur, moi, du fric. Bon, j'ai mangé, j'ai bu, etc. Mais l'argent de poche, j'avais pas énorme. Et je me rappelle, l'assistance sociale, quand elle venait nous voir une fois tous les 3 mois peut-être. Elle mettait les pieds sur la table, elle prenait son café, elle discutait même pas avec moi. Donc je me suis senti un peu délaissé, mais un produit en fait. Oui, ouais. Et quand j'avais un problème avec qui que ce soit, paf, on nous mettait à la tour des cochons. Quoi, la tour des cochons? Là où ils élevaient des cochons en fait. Ah, mais c'était puni là-bas? Voilà, c'était une punition. Mais en fait, une fois qu'ils avaient fermé la porte des cochons, moi j'avais appris à connaître les cochons. Je m'en suis fait limite des amis. Il y avait plein de Babe. Je sais pas si vous connaissez Babe, le film oui, Babe. Je vois très bien, mais c'était voilà. Ça en fait. Ben oui, j'ai appris comment vivre. Dédés, quoi. Exactement. Et les petits dédés, c'est ça. Et du coup, j'ai appris comment ils vivent les cochons. Ils sont beaucoup plus propres que les humains. Il y a un endroit où ils font caca, un endroit où ils font pipi, un endroit où ils dorment, un endroit où ils mangent. Ouais, après, ils mangent quand même leurs excréments. Donc, à partir de là, je me dis, les cochons, c'est pas... Je les ai pas vus manger, les excréments. Ça dure combien de temps? Je suis parti de la famille d'accueil, j'avais 17 ans et demi. Ok. Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu arrêtes tes études? Ah ouais, j'ai 3 ans de retard. Et après, je pars à l'armée. Après, je fais mes 3 jours en septembre. Et après, je pars à l'armée. Et quand tu as ce choix d'arrêter les études, enfin, j'essaie de penser à des jeunes aujourd'hui qui se disent, à l'école, ça sert à rien, etc. Toi, comment avec le recul? Non, au contraire. Non. L'école, c'est hyper important. Enfin, c'est important. Après, moi, j'ai fait le choix de ne pas me servir de l'école. Mais si je devais refaire mon passé, franchement, ouais, je pense que ces 3 ans, je les aurais passés autrement, les 3 ans que j'ai perdus, en fait. Oui. Parce que oui, c'est vrai que c'est bien d'avoir des diplômes et voilà, non, c'est important. Mais après, il faut pas croire non plus que sans diplôme, on n'y arrive pas. C'est faux. C'est clair. C'est archi faux. On est la preuve vivante. Il faut le vouloir et quand on veut, on peut. Il faut s'en donner les moyens. Et puis voilà, il faut se tenir à ce fil conducteur qui s'appelle la vie. Une fois que vous êtes bien ficelé avec ça, vous allez avancer comme... Et ensuite, tu es parti justement à faire ton service militaire. Ouais. Et là-bas, les choses sont pas très bien passées. Enfin, ce que j'ai compris. Tu peux me raconter un peu et si tu le désires. Ouais, pas de souci. Et alors du coup, oui, la première année, ça s'est bien passé. Quand même, on m'a donné des responsabilités, etc., etc. J'ai pas vraiment fait mes classes. Enfin, je les ai faites à moitié parce qu'ils avaient besoin de moi aux messes des officiers. Parce que je suis devenu le serveur attitré au lieutenant-colonel. J'étais bien parce que je mangeais ce que lui mangeait. Alors j'ai l'impression d'être un cobaye. Comme ça, si moi j'ai pas un malaise ou quoi qu'est-ce, la nourriture était bonne pour lui. J'ai l'impression. et non, mais c'est vrai que je mangeais très bien. Mais par contre, j'étais bloqué à l'armée parce que cette personne pouvait avoir besoin de l'endroit où on travaillait pour faire des banquets, pour faire des tas de trucs comme ça. Et c'est moi qui gérais tout ça.
Donc du coup, j'étais bloqué à l'armée. Je pouvais pas avoir mes week-ends. Et donc, tu te sentais à ta place à l'armée? Ouais, carrément, carrément, j'étais à ma place. Sauf qu'un jour, je suis quelqu'un qui aime les hommes, hein. Et du coup, j'ai eu un, c'était magnifique. J'étais à la douche et en face de moi, il y avait un autre gars qui prenait sa douche. Et j'ai un petit peu regardé. Et là, on ne sait plus mutuellement. Ce sujet-là, justement, enfin, le sujet de l'homosexualité dans l'armée. À l'armée, c'est chaud. Voilà, ce que j'allais te demander. Comment tu l'as vécu? Comment ça? Alors moi, j'étais caché. Ok. Ah ouais, c'était caché. Alors là, je parle des années 93-95. Ouais, non, c'était caché. Et, le rapport qu'on a eu, ça s'est su. Et justement, j'en ai souffert après là-bas. Okay. Après, on m'a traité de de tous les noms d'oiseaux. On a fait les lits en cathédrale. Lit en cathédrale, ça veut dire qu'on prend ton lit quand tu dors et paf, on te le met en haut et puis tu tombes. Ouais. Voilà, on m'a mis. Enfin, du bizutage en fait. Ouais, énormément. Voilà. Alors du coup, moi, j'ai décidé de plus dormir dans le dortoir et de dormir dans un atelier. On appelle ça. C'est là où il y avait tous les vêtements parce que j'étais aussi responsable d'un atelier là-bas. Et du coup, là, ça s'est calmé une fois que je me suis mis de côté. Justement, ton homosexualité, est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert avant? Comment l'a pris ton entourage aussi? Enfin, tu vois, au-delà de l'armée. J'ai toujours su que j'étais attiré par les hommes. Et après, j'en ai parlé à ma maman. Alors, je sais plus quel moment, hein, mais je sais plus, j'étais sur un pont, etc. Et je lui dis comme ça, maman, voilà, j'ai un truc à te dire, je suis homosexuel. Ouais, c'est bien. Ma mère, elle a eu la réaction la plus simple qui existe au monde. Elle s'en foutait, en fait. Tout ce qu'elle voulait, c'est que je sois heureux. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et du coup, je le cachais, en fait. J'en parlais pas. Okay. J'en parlais pas. Après, j'ai dû en parler, après à ma famille. Mais j'ai jamais dit, voilà, je suis comme ça et j'aime les hommes. Non, il en suit au fil du temps. Mais je me rappelle d'une fois où j'avais des enfants de ma sœur sur mes genoux. Et là, elle dit à ses enfants, sortez de là, quittez ses genoux, il a le sida, vous allez choper le sida. Alors que j'ai pas le sida. Oui. C'était une image complètement débile. Je sais pas si elle a encore cette image-là. J'aimerais la voir là maintenant pour savoir ce qu'elle en pense, parce que je l'ai pas vue depuis. Et je vous parle de ça il y a très longtemps. Et ensuite, tu quittes le service militaire, dans un contexte un peu particulier, parce qu'en fait, tu te fais virer. Hein, voilà, je me fais virer. Le commandant me dit, on veut plus de cette race-là. Ah oui, c'était ça. Le commandant, il me dit, il prend ma feuille, on dit, on veut plus cette race-là, prenez votre feuille de sortie, dégagez. Okay. Et ça, comment tu le vis? Je dis, merde, je devais partir en Nouvelle-Calédonie. Et puis, non, c'est raté. Du coup, je suis parti. Et donc là, t'es parti à Valence. Ouais. Et là, du coup, commence une nouvelle vie, j'ai envie de dire. Une vie que t'as pas connue avant, en fait, qui est la vie de la rue. Tu peux me parler justement de ta première nuit où tu dors dans la rue, en fait, pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un toit tous les soirs. Qu'est-ce que ça te fait? La première nuit, j'ai dormi dans le parc à Valence. Et j'essayais de dormir, en tout cas. Mais après, j'étais très, très vite, très bien entouré. Parce qu'après, il y a beaucoup de zones aussi et tout ça. Et moi, j'étais quelqu'un d'avenant quand même. Et je suis allé dans un bar, parce que je faisais la Manche à Valence. Et là, je commence à discuter avec la patronne et tout. Puis là, je lui explique ma situation. Et là, elle me dit, tiens, Ludo, j'ai une petite chambre en haut, etc., etc. Voilà. Alors, ce qui m'a sauvé, en fait, dans cette période, c'est les rencontres. C'est discuter, c'est être ouvert aux gens. Oui, ce que j'allais te demander, parce que ça dépend comment tu le vis. Je sais pas, du coup, c'est pour ça que je te pose la question, mais est-ce que t'es plus... Moi, je me suis dit, mon toit, c'est le ciel. Donc, il faut que je le vive. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, on survit, on se débrouille pour se laver. Moi, je me suis lavé les dents dans le métro. Je me suis lavé dans les fontaines. Peu importe si on m'a regardé ou pas. Hein. Mais j'ai toujours eu ce minimum d'hygiène. Je me rappelle quand j'étais à Paris, j'allais en boîte de nuit, ça s'appelait le Scorpion. Et aussi une boîte gay de l'époque qui n'existe plus. Okay. Et du coup, je voulais à tout prix sentir bon. Mais le seul moyen que j'ai trouvé, c'était complètement débile. Mais j'ai pris... les puceautières étaient propres. D'accord, mais j'avais pris un petit truc, un petit sorte de, je sais pas, un truc de Airwick ou je sais pas trop comment on appelle ça, et j'ai mis ça sous les aisselles. Voilà, mais non, bref, à ne pas reproduire. Oui, mais en fait, je te pose ces questions parce que c'est intéressant aussi parce que tu vois aujourd'hui, on en voit de plus en plus des SDF, ils sont dans notre environnement, mais on connaît pas leur quotidien. Et c'est pour ça que je pose cette question-là. Toi, du coup, comment tu l'as vécu et comment tu t'en es sorti même? Et pour revenir sur Valence, quand je faisais la Manche, j'étais assis dans une gare et
là, je vois une dame, je connais cette dame, il s'avère que c'est ma prof de français. Ah. Je dis merde. Et là, elle me dit, Ludo, qu'est-ce que tu fous là? Oui, parce que oui. Et je réponds pas. Et du coup, elle me donne un billet de 50 balles. Moi, j'ai 50 francs, pardon. Et je prends pas le billet, je prends sa valise et je l'amène dans le train avec elle. Et là, je me dis, mais Ludo, ça m'a réveillé. Enfin, il y a eu ce petit déclic. Ludo, faut pas que tu restes à la rue, quoi. Parce que t'es resté combien de temps à la rue? Une dizaine d'années, hein. Ah oui. Ouais. Et la clé quand on est à la rue, c'est ça, c'est les rencontres. Quand je suis arrivé sur Paris, pareil, j'ai rencontré un jeune. Pourquoi t'as quitté Valence? Parce que pour vivre mon homosexualité le plus sainement possible et le plus incognito, Paris c'est l'idéal. Ok. Chacun fait ce qu'il veut ici, personne va te critiquer parce que t'as les cheveux roses ou bon, il y a des connards, pardon pour le terme, mais mais il y en a partout. Mais ici, c'est vrai qu'à Paris, c'est ouvert à tout. Donc on va pas t'embêter plus que ça. Par contre, dans les autres villes, c'est différent. Montélimar, c'est chaud cacahuète, hein. Voilà, donc c'est pour ça que je suis monté sur Paris. Et puis moi, je suis un fin amoureux de la capitale, donc je me suis toujours dit, je vais faire ma vie sur Paris, toujours. Et comment on s'entoure des bonnes personnes quand on est à la rue? Enfin, tu vois, c'est une question. Faut avoir de la chance. Même dans la vie, tu vois, c'est dur de s'entourer. Je suis né avec un trèfle à 4 feuilles sur la tête. Ouais. Non, il faut avoir de la chance. Et ouais, donc ce fameux jour quand j'arrive sur Paris que je rencontre ce gars qui était à la rue, il me dit, Ludo, viens, je te prête un bout de mon trottoir. C'est ceux qui n'ont rien qui te donnent le plus. Ça m'a touché, ça, énormément. Après, je m'en suis fait un pote, mais un stock. Le mec était stock, hein. Après, j'avais aussi l'espoir de faire un petit truc avec lui, mais... Ludo, on se tient. Mais non, pas du tout. Il y a rien eu. Il m'a présenté après les endroits où on pouvait avoir nos soupes, avoir des petits sachets avec du pain, etc. Les vaches qui rient, tout ça. Les restos du cœur. Et c'est là que j'ai connu les restos du cœur. Après les restos du cœur, ils m'ont offert pendant 3 semaines renouvelables une chambre dans la péniche du cœur, qui était au Stalis à l'époque. Là, elle a changé maintenant, je sais plus où. Ensuite, j'ai connu la soupe populaire, j'ai connu la soupe à Saint-Eustache. J'y travaille à Saint-Eustache, hein. C'est incroyable. Quand j'y passe mon balai, je me revois moi en train de faire la queue pour la soupe. Voilà, donc c'est les rencontres. La clé, c'est les rencontres. Et il faut avoir ce fameux déclic pour pouvoir sortir de tout ça. Le déclic que j'ai eu, c'est la prof. Donc oui. Après, ça a mis du temps, mais une fois que tu as le déclic après, au fond de toi, tu avais ce truc qui se cultivait pour exactement. que tu devais sortir de la rue. Quoi. Alors après, tu vas dans les associations. À Paris, il faut savoir que tout est fait pour qu'un SDF puisse sortir de la rue. Vraiment. Alors après, je parle pas des gens qui sont là depuis 40 ans et qui boivent leur petit vin. C'est des gens qui sortiront jamais. Et eux, ils vont mourir dans la rue, malheureusement. Ils ont choisi que ce soit leur lieu de vie, quoi. Voilà, ça fait 40 ans qu'ils sont là et puis, ils sont malheureusement alcooliques, etc. Enfin, voilà. Moi, après, quand j'allais aller d'association en association, parce qu'on peut se laver, on peut manger, on peut dormir, on peut s'habiller, tout ça, gratuitement. On peut même faire les travaux au niveau des dents si on a besoin avec le médecin du monde. Non, si un SDF veut s'en sortir, il peut à Paris, sans problème. Ce qui est beaucoup plus dur à Montpellier, par exemple. J'étais à Montpellier, c'était hyper compliqué. Parce qu'il n'y a pas autant d'associations. Là-bas, elles ferment. Ça, j'ai jamais compris pourquoi une association ferme un temps. J'ai jamais compris. Alors qu'un SDF, lui, il est là tous les jours dehors. Voilà. Donc, du coup, j'allais voir les associations sociales. Donc, ils m'ont donné les moyens de pouvoir me sortir de tout ça. Après, il y a les hôtels, il y a tout ça. Ouais. Et du coup, enfin, en tout cas, ça donne espoir. Oui. Ça donne espoir. Il faut. Je vous dis, une fois qu'on a ce déclic, hop, on fonce et on y arrivera. Et ensuite, tu pars à Lyon. Et là, tu rencontres l'amour, hein, on va le dire. Et tu commences une vie d'entrepreneur. Ouais, parce que tu ouvres un bar tabac, hein, ma foi, c'est ça. Hein. Ça, tu peux me raconter un peu à l'époque. Enfin, tu ouvres un bar tabac, ça marche, tu le revends, tu reviens à Paris avec 90 000 euros en poche, donc tu vas. Oh là là, mais t'as fait ton travail, mais moi. Bien sûr, je bosse, Ludovic, je bosse. 90 000 balles, c'est 90 000 euros, parce qu'en fait, je me dis, dans ce cas-là, quel est ton état d'esprit? Tu sais, quand tu passes de la rue à une aventure entrepreneuriale, donc tu repartir avec 90 000 euros. Dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, pas grand-chose au final, parce que même si j'étais patron, mais j'étais comme les autres.
Et j'étais là pour travailler et pour pouvoir vivre. Hein. Donc après, c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir être patron, mais c'est hyper compliqué. Parce que j'allais te demander, parce que ça s'apprend. Enfin, ah ouais, non, c'est très compliqué. Comment tu... J'ai hyper mal géré, moi. Hyper mal géré. Ok. T'avais des salariés? Alors, oui et non. J'ai peur. Mon premier bar tabac, j'ai eu des salariés. Oui, j'en ai eu 2. Il y en a un des 2, je lui dis, écoute, il faut aller faire les toilettes. Ça m'a gêné de lui dire ça. Alors que c'était mon rôle, hein. Mais ça m'a gêné. Moi, je suis incapable de donner des ordres. Je ne donnerai plus jamais d'ordre de ma vie. Ok. Ah, vraiment pas. Je préfère, moi, exécuter les ordres que les donner parce que c'est vraiment, non. Parce que ça te met mal à l'aise, t'aimes pas Ouais, ça? je suis pas, non. Je peux pas donner des ordres. Et donc, j'ai eu un autre employé fantôme dans l'autre commerce. On va dire ça comme ça, mais il m'a trahi. Et il m'a volé plus de 15 000 euros en argent, en produits, donc des cartes téléphoniques, etc., etc. Et il m'a manqué 15 000 euros pour que je puisse acheter du tabac, parce que quand on est buraliste, on achète le tabac au cul du camion avec un chèque de banque certifié. D'accord. Et du coup, il manquait ces fameux 15 000 balles pour avoir ce chèque de banque certifié. Ah, c'est là où tu vas à la banque pour le prêt et qui refuse. J'ai fait mes devoirs. Voilà, vache. et ouais, donc et puis pendant plus de 3 semaines, je suis allé au bureau du banquier pour lui demander ce fameux chèque. Je lui ai prouvé que je pouvais faire un crédit, que ça allait être remboursé dans les jours qui venaient, etc. Mais sauf que c'était en 2008, début de la crise. Et c'est prime, ouais. Et ils ont refusé. Et j'ai dit, je vous laisse 15 minutes pour me faire ce chèque. Si vous me faites pas le chèque, je vous balance les clés du commerce et moi je pars avec la valise qui est là. Il y avait de l'argent dedans et je m'en vais aux États-Unis. 15 minutes sont passées, le mec digouliné, moi aussi, et paf, j'ai balancé les clés. Je suis parti. Du coup, pause. Petite pause. Je viens de l'eau. La question que je me pose, c'est à ce moment-là où tu es à fond dans ton projet, tu veux faire un truc entrepreneurial, est-ce que tu te dis, ça c'est génial, ça va être mon projet de vie, je me donne à fond et voilà, ou est-ce que tu dis c'est un truc temporaire, on verra après? Ça, c'est ma première question déjà. Ok. Vas-y, réponds et après on y va là? Tu peux y aller, go. Ah ok, alors moi je voulais monter un bar gay. Ok. À la base. C'est pour ça que j'avais ce fameux tabac. Je jamais eu ce fameux marié, je l'aurais jamais, de toute façon. Non, alors là, une fois que j'ai fermé tout ça, je me suis dit, on verra bien ce qui va m'arriver. Et oui, mais à quel moment, du coup, tu dis tu pars? Parce que tu vois, c'est pas... Ah, mais c'est au moment du banquier. Non, oui, mais du coup, à quel moment, enfin, quand je dis à quel moment, c'est pas un moment temporel, c'est qu'est-ce qui te fait penser ou quel a été le déclic pour que tu te dises je pars aux États-Unis. Tu vois, c'est pas, tu pars pas à Montélimar, tu vois. Tu pars à SF, à San Francisco. Non, mais j'ai toujours voulu, moi, partir aux États-Unis, mais depuis très longtemps. Parce que ma sœur déjà était partie au Canada. Pour faire une expérience pour travailler dans les champs, etc., etc. Déjà là, ça m'a donné envie de partir au Canada. Mais bon, voilà, sans plus. Mais moi, j'ai toujours voulu aller voir ailleurs. Ce qui se passe. Parce que je n'ai pas fait que les États-Unis, hein. J'ai fait aussi, la Hongrie. J'en ai jamais parlé. Pareil, comme ça. J'ai fait Budapest, oui. Budapest, on dit. Là-bas, j'ai découvert les termes. Les bains, c'est génial. Oh là là, incroyable. C'était incroyable. Incroyable, ouais. C'est trop bien. Et puis l'ambiance et tout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mais qu'est-ce qui t'attire dans ça? Tu vois, par exemple, là, tu pars. J'ai l'impression que t'es assez spontané. Là, tu te dis, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Sur place, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'attire? Je parlais même pas anglais. Ok. Maintenant, tu parles anglais? Je pense que oui. Un tout petit peu, je comprends, mais parce qu'en fait, quand on va dans un pays où on parle pas la langue, ton cerveau, il va réagir beaucoup plus vite. Ouais. Donc pour les choses vitales, donc tu vas acheter du pain, tu veux te laver les dents, tu vas aller aux toilettes, tu veux ci, tu veux ça, tu apprends beaucoup plus vite. Bien sûr. Du coup, c'est comme ça que moi j'ai appris. Au début, on me disait des trucs, moi je disais ok tout le temps, même si je comprenais pas. Mais voilà. Mais après, j'ai toujours voulu aller là-bas aux États-Unis parce que j'ai toujours su que c'était grand. Et j'ai pas été déçu. C'est pas grand, c'est très très grand. C'est incroyable. Tu vas à San Francisco et tu perds ton argent, ce que j'ai compris. J'ai eu un accident. Voilà. Pas un accident, c'est en fait là-bas. Donc je faisais la fête, parce que San Francisco c'est la fête avant tout. Et dans la rue Castro, juste magnifique. Et c'est là-bas que le milieu gay a démarré. Dans cette rue-là, à l'époque, c'était les vitrines qui étaient cachées avec des filets noirs sur les vitrines. Et du coup, un jour, ils ont décidé de tout enlever, de se montrer. Tout a démarré là-bas. Et donc, on peut dire que c'est la capitale gay, entre guillemets. Et du coup, on
en fait, ils sont pas ouverts la nuit, les bars là-bas. Ils ferment à 2h du matin, donc un quart d'heure avant. Ils sonnent une cloche et tout le monde vient au bar et ils boivent des coups pour repartir à 2h bien. Et moi, j'ai pas bu, mais j'étais bien. Et je repars du bar. Et là, je me réveille 3 heures après dans un parc, le visage complètement défoncé. Et il y a un mec qui me dit, touch your face, come on with me, une ambulance, donc touche ton visage. Et viens là. Du coup, tu t'es fait agresser, en fait. Je sais pas. J'ai 3 heures de ma vie, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, je vais dans l'ambulance et je tourne mon visage et je me vois dans la vitre. Je me reconnais pas. Elephant Man. Et je prends mes 4 dents de devant et je les bouge. Là, je comprends que j'ai perdu mes dents. Donc, je les ai bougées. Et là, après, on va à l'hôpital et tout. Donc, je suis resté 2 jours sous morphine. Et en fait, mes 4 premières dents sont endormies maintenant. Elles sont mortes. Mais j'ai eu le bon réflexe, en fait, de les remettre en place. Après, ils ont réajusté, etc. Et après, je suis reparti en France. Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors, j'avais plus $3,000. Je me suis réveillé avec des marques de strangulation. Ouais, c'est donc hardcore. Ouais, complètement. Donc peut-être que enfin, ton trèfle là, je comprends mieux. non, mais c'est vrai, je comprends mieux parce donc, que c'est incroyable. C'est ce qui m'a fait retourner en France, mais j'y retournerai. Ouais. Oui, bah oui, en conquérant. Ah ouais. Ça se passe sur une défaite. En conquérant. Et du coup, tu reviens à Paris. Quand tu reviens, quel est ton sentiment? Alors là, j'avais plus rien. Plus rien. Je traînais un peu à droite-gauche et je rencontre une personne qui s'appelle Denis, qui est en train de boire des bières sur des marches. Et on commence à discuter. Il me propose une bière. Okay. Je dis OK, j'accepte. On boit notre bière, on discute. Est-ce que tu veux notre bière? Moi, j'y propose. Et il accepte. Et il me dit, Ludo, tu fais quoi? Tu dors où? Je dis, écoute, je suis à la rue. Il me dit, écoute, viens, tu viens à la maison. Je suis allé chez lui. Et lui, il était déjà avec son copain. Il m'a présenté son copain. Et voilà, ils m'ont aussi une belle rencontre. Du coup, ils t'ont hébergé. Ouais, ils m'ont hébergé. Après, j'ai trouvé un travail chez Leader Price, etc. À quel moment, du coup, tu tombes sur le métier d'éboueur? Parce que tu vois, on reboucle la boucle quand même. Ouais. Alors ça, c'était après le métier d'aide-soignant. Et ensuite, j'ai travaillé pour un foyer d'aide médicalisée. Et c'est là que je rencontre donc 4h30 aller-retour pour aller travailler. 4 heures. Voilà, et c'est là que je rencontre le fameux copain de la voisine. Et là, il sait que je fais 4h30 aller-retour. Et là, il me dit, mais Ludo, tu sais que... Et toi, à ce moment-là, tu t'es bien? T'étais bien? Non, j'étais pas terrible. J'étais en pleine dépression, etc. Volet fermé, tout ça. J'étais vraiment pas bien du tout. Le trajet n'arrangeait pas les choses. Je commençais à 7h30 du matin. Et je me levais à 3h du mat. Ah non, c'était chaud, vraiment chaud. Par contre, j'adorais le travail que je faisais parce que je travaille pour des autistes dans le FAM. Donc, c'est un foyer d'aide médicalisée. Et c'était incroyable. Là, pareil, j'ai pris une leçon de vie, mais incroyable, vraiment. Et donc, je rencontre cette fameuse personne, ce voisin, le copain de la voisine. Et il me dit, Ludo, voilà, tu travailles super loin. Tu sais que la ville de Paris embauche. Je dis, ah bon, on est dans quoi? Il me dit, Boueur, quoi? Bah oui, c'est ce que je vais faire depuis toujours. Bah oui. Et là, j'explique comment il faut faire. Enfin, il m'explique comment il faut faire. Il me donne l'adresse. Paf, j'envoie le CV, la lettre de motivation. Et je suis convoqué pour la première étape du concours, qui est l'écrit. Ah bah ça, du coup, j'aimerais bien. Enfin, tu vois, je connais. Et ça qui est intéressant, c'est que peut-être que ça a changé maintenant, mais oui, mais à l'époque, conditions Covid. L'autre fois, je discutais avec une amie et je lui disais que justement, j'avais été interviewée. Elle me dit mais c'est trop bien, les éboueurs, ils gagnent trop bien leur vie. Et quand je regarde le truc, je me dis bah non, pas du tout en fait. Donc il y a plein, je pense, de stéréotypes. Et du coup, j'aimerais que tu nous dises comment toi, en tout cas, t'as procédé. Et... Ouais, alors là, on en est au concours. Donc la première, en fait, il y avait plus de 7000 personnes. Ah oui. Il y avait une queue, alors incroyable. Je sais pas, j'avais 800, 900 mètres de queue, c'est 1 kilomètre presque. C'était impressionnant. Et moi, j'étais à la table 1600e. Ah oui. Groupe 4, je sais plus. Il y avait 6 groupes. Ok. Alors, imagine le monde. Ah bien sûr. Et donc l'écrit, c'était quoi? Donc, en fait, ils te mettent en situation. Donc c'est en 2 parties. La première partie, c'est en 20 minutes. Tu réponds à des questions. Donc, comme à quoi sert l'eau dans le caniveau? Ou tu as une grand-mère qui se fait agresser sur le trottoir, vous êtes en train de balayer, qu'est-ce que vous faites? Ah, pas mal. Ok. Ah bah tiens, je te pose la question du coup. J'arrête de balayer, je vais aider la dame. C'est tout? Et non, j'appelle la police. Alors d'abord on appelle la police et après on va l'aider. Je sais pas, je crois là t'es recalé. Hein. Ouais, si tu mets ça, t'es recalé. Désolé, je suis pas qualifiée. Non, parce qu'en fait bon, c'est comme ça qu'ils réagissent, mais peut-être que c'est pas la bonne réaction. Oui, mais bon, oui, mais c'est comme ça qu'eux ils voient les choses. Du coup, c'est des questions de mise en situation. Ouais, exactement. Et une fois que la deuxième partie c'est 25 minutes, et là ils te donnent un plan et ils te donnent
des rues. Le nom des rues, il faut que tu fasses un cercle. Ah oui. Après, ils te donnent une machine à laver qui a un point A. Il faut que tu l'amènes au point B. Ils te font plusieurs propositions. Tu choisis le plus simple et en respectant les panneaux, etc., etc. Le plus efficient, quoi. Le plus efficace. Voilà, exactement. Le plus efficace. T'as dit quoi? Le plus efficient? Efficient. Ah, je connaissais pas. Efficient, très bien. Efficience. Le plus efficace. Enfin, c'est plus qu'efficace, c'est faire mieux avec moins de ressources. D'accord, ok. C'est efficient. Ouais. Très bien. Ok. Ça, c'est l'écrit. Ensuite, donc, une fois que t'es pris à l'écrit, tu passes à l'oral. Donc, ça, c'est le 2e mois. Et l'oral, pareil, tu as un jury qui est en face de toi. Donc, c'est des jurys de la profession. Hein. C'est des gens de la profession. Et du coup, ils te mettent en situation. Donc là, par exemple, ils m'ont dit, vous avez un carton au milieu de la place Bastille. Vous êtes en face. Votre chef vous dit d'aller chercher le carton. Qu'est-ce que vous faites? Tu te rebelles ou pas? Voilà. Alors du coup, je dis, écoutez, moi, j'attends que ce soit le feu rouge ou le feu vert pour moi. Donc, je passe par le passage piéton. Je vais chercher le carton, puis inversement. Tout simplement. Et là, il me dit, mais je crois qu'il n'y a pas de passage piéton sur la place Bastille. Ah ouais, mais le mec, il me dit, mais en fait, j'en suis pas sûr. Il était pas sûr lui-même. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a voulu entendre? Que je me sécurise. Quand j'ai parlé du passage piéton, quand j'ai parlé du feu vert pour Mounou, etc., etc. Si j'avais dit que je pense comme un bourrin, c'était mort. Puis après, je pense que ces situations-là, c'est comme dans les grands cabinets de conseil. Il y a beaucoup de mises en situation comme ça. On pose des questions, par exemple, combien de feux rouges il y a en France? Clairement, on sait pas. Mais ce qu'ils essaient de chercher, c'est ton mode de raisonnement. Et c'est ça, en fait, ce que tu dis. D'accord. Ça parle de passage piéton, donc lui, dans sa tête, il se dit, cette personne, au moins, le réflexe de la sécurité. Voilà, exactement. C'est ça qu'il voulait qu'on se sécurise. C'est pas la réponse en tant que telle qu'il veut, c'est ta manière de raisonner, quoi. Exactement. Et une deuxième question, il me disait, mais pourquoi on prendrait vous et pas un autre? Ah oui. Et t'as répondu quoi? Parce que je suis le meilleur. Ah, j'adore. Mais t'as complètement raison. C'est tout. Ouais. C'est tout. Voilà. Et après, donc, pareil. Alors après, c'est dégressif, hein. Donc, on était plus de 7000 à l'écrit. Alors après, on est plus que 700. Et ensuite, on arrive à la pratique. Toi, t'as réussi le concours et donc, tu fais pleinement ton métier. Et ensuite, arrive la phase où tu exposes ton métier. Et moi, c'est comme ça que je t'ai connu en réalité. Moi, j'étais sur Instagram, hein, ma foi. Et j'ai vu un reportage, toi, sur Welcome to the Jungle. Ah. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, mais hyper intéressant parce que moi, je cherche toujours des profils intéressants, etc. Et en creusant, je me dis, mais effectivement, il me le faut sur le podcast. et comment, du coup, t'es passé de ton métier classique, je pense que tu faisais ton métier tous les jours, avec joie, hein, je pense, et passion. Comment t'es passé sur le côté médiatique, TikTok, etc.? Alors, il s'avère que c'est la première année, j'étais balayeur et la deuxième année, j'étais ripper. Et c'est la deuxième année, en fait. Ripper, c'est celui qui ramasse nos poubelles, qui est derrière le camion. Okay. Le ripper. Okay. Et il rip. Du coup, il y a des personnes qui nous ont klaxonné en disant, ouais, c'est le fonctionnaire, dépêchez-vous, vous avez que ça à foutre, ça avance pas, nanani, nana. Alors qu'on pouvait pas avancer, on était dans les feux, on était dans les bouchons. Et du coup, je dis à mon binôme, je dis, écoute, eux, ils vont se calmer là derrière. Et on va filmer ce qu'on fait, on va faire des photos. Comme ça, après, on fera une vidéo. Et comme j'avais reçu une pub pour TikTok, je me suis dit, tiens, on va se lancer là-dessus, on va mettre la vidéo, je vais créer un profil, etc. Et ben voilà. Ça a fait 345 000 d'un seul coup. T'as pas eu peur? J'ai arrêté mon téléphone. Mon téléphone, presque, il a fumé et tout. C'était horrible, les notifications. Mais après, j'ai un peu laissé tomber TikTok, parce que oui, j'ai eu peur. Et j'ai repris un peu de temps après. Parce que j'ai tâtonné l'application et j'ai vu que je pouvais faire des lives. Et là, tout s'enchaînait dans ma tête. Tout s'enchaînait. C'est-à-dire? Montrer mon métier, sensibiliser donc en direct, hein. Donc interagir tout de suite. Et il faut savoir aussi que quand on fait des lives sur TikTok, la plupart des vidéos sont en circulation dans le monde de TikTok. Donc là, moi, je sensibiliserai avec toutes mes vidéos qui vont circuler. Voilà, c'est ça le but. Et voilà, tout s'est enchaîné. Au début, j'avais que 3 personnes sur mes lives, hein. Pas énorme, mais oui, c'était ça de gagner. Mais c'est ça de gagner. Et je me disais, c'est 3 personnes qui vont être susceptibles de jeter à la poubelle. Bien sûr. Voilà. Et finalement, bouche à oreille, puis ça s'est enchaîné. 3 personnes, 10 personnes. Le plus que je suis monté en un live, hein, un live de 1h30, 58 000 personnes. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure en intro, en off. Je disais justement, t'es pas mal médiatisé. Il y a quand même beaucoup de médias qui viennent te voir. Toi, comment tu fais
pour ne pas avoir la grosse tête et avoir les pieds sur terre? Je sais que tu as les pieds sur terre. Hein. Ouais, non. Sinon, tu serais pas là avec moi. Parce que moi, je suis pas un grand média, tu vois. Non, mais après, je suis Ludovic, point barre. Je pas chercher midi à 14h. Je dis les choses telles qu'elles le sont. Mon métier, c'est ramasser la merde. Je le dis, aucun problème. Je parle des salaires, il y a aucun problème. Pourquoi il y aurait un tabou avec l'argent? Moi, oui, du coup, j'aimerais savoir un éboueur, ça gagne combien? Moi, il y a aucun tabou. Un éboueur, ça gagne entre 1500. Alors moi, je parle du net, je parlerai jamais en brut parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Et voilà, exactement. C'est entre 1500 et 1008. Alors. C'est pas beaucoup, ouais. Non, alors en début de carrière, c'est 1500. On a un traitement budgétaire et après, il y a les petites primes qui se rajoutent. Et voilà, donc on arrive. Là, je suis à 1007 maintenant. Moi, j'espère un jour dépasser les 2000, hein, bien évidemment. Mais après, on a une prime de résidence, par exemple. On a une prime de salissure qui est pas énorme. Je crois que c'est du 7 €. Mais c'est mieux que rien. Moi, je me dis, bon, voilà. Mais après, voilà, il faut rester soi-même. Et je suis resté moi-même et je resterai moi-même. Pourquoi je vais changer? Il n'y a aucune raison que je change. Et puis c'est pour ça aussi qu'on m'apprécie, c'est parce que je suis moi. Complètement. Tout simplement. Et tout à l'heure aussi, on parlait de l'ambition. Et tu me disais que justement tout ça a développé ton ambition. Comment? Ouais, alors c'est vrai que au fur et à mesure que je faisais des lives, je me disais bon allez, on va attirer 3 personnes, on va en attirer 10, on va en attirer 50, etc. Donc je me suis dit là il y a un potentiel, il y a une ouverture. Dans la propreté, parce que personne parle de la propreté. Je suis en plein dedans, moi, avec mon métier. On y va, on fonce. Et puis, ce qui me motive, c'est de voir tous ces crados. De les changer. De les changer. Exactement. Ta mission. Exactement. C'est et beaucoup m'envoient des messages en me disant, tu sais, Ludo, je jetais mes mégots par terre et là, je le fais plus maintenant. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que moi, je suis un peu comme Saint Thomas aussi, je crois ce que je vois. T'as raison. Et, du coup, est-ce qu'on me dit ça pour me faire plaisir ou autre? Bon. Mais en tout cas, ils en parlent. C'est déjà beaucoup. C'est déjà ça. Et alors après, s'ils agissent, c'est encore mieux. Bien sûr. Moi, dans ce podcast, je parle beaucoup d'une notion qui s'appelle le sweet spot. Donc, le sweet spot, c'est le fait de se sentir à sa place. Aujourd'hui, avec ce que tu fais, en quoi tu te sens à ta juste place? Je suis à ma place quand je suis sur le trottoir. Je suis l'homme des trottoirs. Mais du coup, en quoi? Du coup, parce que ta mission, c'est tu peux développer? Ouais, alors, donc. Je me retiens pour pas avoir un faux. Et, donc, moi, ma mission maintenant, là, je sais que, avec tout ce qu'on a raconté auparavant, j'étais une vraie merde. J'étais une sous-merde, je me mutilais l'esprit, je servais à rien du tout. J'ai eu des idées. J'ai eu des idées pour mettre fin à ma vie, etc. Voilà. Maintenant, non. Maintenant, je recherche le remède éternel pour pouvoir, parce que là, je suis à ma place. J'étais pas à ma place, je suis à ma place maintenant. Comme je l'ai dit, donc sur le trottoir, parce que je nettoie les rues, pas que, parce que je sensibilise aussi. J'ai tellement envie qu'on vive dans un monde propre. Il y a énormément de boulot, donc. Oui, là, la propreté, c'est ma place. Vraiment. Là, je vais passer rapidement sur les questions usuelles du podcast, que j'appelle le tamis de Gatémery. Pendant tes différentes transitions. Faut que je réponde vite? Non. C'est pas un truc à aller donner. Non. Ok. Pendant tes différentes transitions, t'en as eu pas mal quand même. Professionnelle ou personnelle, hein. Quelle a été ta plus grande peur et comment t'as su la surmonter? Ma plus grande peur, c'est de plus avoir de chaussures le lendemain pour marcher. Donc, je dormais sur mes chaussures, ouais. Tu dormais avec? Je dormais sur mes chaussures. Ah, sur tes chaussures. Oui, comme ça, on ne les choure pas. Exactement, de repartir pieds nus. C'est une plus grande hantise. Ok. Quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre? Me respecter moi-même. Ouais, je me respectais pas avant et maintenant je me respecte énormément. Ouais, donc c'est le respect. Donc me respecter moi-même. Avant, je me respectais pas et là maintenant je me respecte énormément. Enfin énormément. Je me respecte en tant que Ludovic Franséché. Je suis devenu quelqu'un grâce à tout ça. Quelle est la valeur qui te correspond le plus, qui te définirait le plus plutôt? La simplicité. Ouais. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Qu'est-ce que la réussite? Croire en soi. Et là, tu vas tout exploser. C'est ton cas aujourd'hui? Ah oui, complètement. Là, je vais faire plein de trucs, mais j'ai hâte. Vous pouvez même pas imaginer. Tu peux pas nous raconter un peu, nous teaser un peu? Un petit scoop, peut-être une BD. Une BD. Ah, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais du coup, tu as écrit un livre. Oui. Qu'est-ce que ça a changé en toi d'écrire un livre? Le titre, c'est d'ailleurs... Plus tard, tu seras éboueur.
qu'est-ce que ça a changé? Ben, je peux mourir maintenant. T'as transmis? Voilà, c'est tout ce que j'entreprends, c'est maintenant dans un livre, et que ce soit papier ou électronique, il va vivre beaucoup plus longtemps que moi. Et le message aussi, c'est ce que je voulais laisser une trace. Donc il n'y a pas mieux qu'un bouquin. C'est une chance inouïe d'avoir fait ce bouquin-là. Est-ce que tu as un livre, juste un film, une recommandation à nous faire, quelque chose qu'on devrait tous voir ou lire? Moi, j'adore Sister Act. Ok. Oh happy day, oh happy day. On y va. Mais je chante très mal, donc Moi aussi. Super. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un dernier conseil pour nos auditeurs? Alors, quel message tu veux faire passer? Jetez à la poubelle. C'est tout ce que je vous demande. Et après, nous, on s'occupe du reste. Trop bien. Merci beaucoup, Ludovic. Ouais, merci à vous. À bientôt.